Alors bonjour à toutes et à tous, on va donc commencer, merci d'être là. Bienvenue à la bibliothèque Maison Lafitte. Aujourd'hui on est ravis d'accueillir une nouvelle conférence littéraire. Cette fois-ci on a fait beaucoup de conférences scientifiques en début d'année scolaire, disons. Une conférence littéraire cette fois sur le grand Georges Bernanos qui va être animé par François Angelier, donc ici présent. Merci, un grand merci à lui pour sa présence. Merci. François Angelier, je vais vous présenter assez rapidement. Vous êtes un esprit original, écrivain de plusieurs livres et de nombreuses préfaces, on aura l'occasion d'y revenir. Vous êtes animateur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture qui a désormais une trentaine d'années. Vous travaillez sur la station depuis 33 ans, je crois, on en a parlé tout à l'heure. Mauvais Genre, l'une des plus anciennes émissions de la station, toujours en activité. Vous vous intéressez à toutes les bizarreries littéraires et artistiques possibles et imaginables. Vous êtes spécialiste de plusieurs écrivains de littérature populaire, de genre, de gare, comme Jean Rey, Jules Verne, Serge Brussolo. Et à côté de ça, vous avez une autre casquette. Vous êtes également spécialiste de tous les écrivains mystiques dans la branche catholique de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Paul Claudel, Joris Karl Huysmans, Léon Bloy, auquel vous avez consacré un petit livre récent, La fureur du juste, si je ne m'abuse, Ernest Hello, auquel vous avez consacré une préface assez récente également du livre Parole de Dieu, ici. Louis Massignon, auquel vous vous intéressez de près en ce moment, Jacques Maritain et évidemment Georges Bernanos, dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes en outre directeur de collection chez Jérôme Billon, chez qui sont édités tous ces livres que j'ai là. Collection qui s'appelle Golgotha, qui s'occupe d'éditer ou de rééditer des textes des auteurs que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de Georges Bernanos, auquel vous avez donc consacré une grosse biographie. Au départ, ça devait être une petite, mais finalement, ça a été une grosse. Qui s'appelle Bernanos, la colère et la grâce, aux éditions du Seuil. Une biographie très agréable à lire, qui permet de revenir sur la vie de Bernanos, de révéler les processus d'écriture, l'imaginaire général dans lequel il a produit son œuvre, et de le restituer dans une danse culturelle et politique du tout début du XXe siècle, avec évidemment la guerre de 14-18 à laquelle il a participé, le royalisme énorme, on a un peu le monarchisme, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. C'est encore une grande époque de la presse, les engagements politiques divers et variés qui parfois ont pu paraître contradictoires, les retournements de situation, etc. Donc une histoire qui a à la fois une constante et à la fois une certaine sinuosité. Alors évidemment, Bernanos est un des grands personnages de l'histoire littéraire française contemporaine, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, avec quelques autres en fonction des goûts évidemment. Auteur d'une œuvre tardive, il commence à publier qu'à 38 ans, là en 1926, il est né en 1888, il publie Sous le soleil de Satan, un grand roman qui a été adapté au cinéma, on aura l'occasion de reparler. Auteur donc d'une œuvre tardive, qui compte romans et essais, c'est quelqu'un d'engagé dans son époque, qui tient à dire la vérité ou ce qu'il estime comme tel, à tout prix, quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit enrichi ou constitué une somme de confort matériel. C'est quelqu'un qui a vécu toujours très pauvrement. Évidemment, c'est un grand chrétien, il se définit lui-même comme un chrétien qui écrit et pas comme un écrivain chrétien. Donc le christianisme passe au premier plan de sa vision du monde, si on peut dire, on a l'occasion d'y revenir. Et il inscrit sa plume dans une tradition littéraire qui était assez vive à son époque, et qui l'est sans doute un peu moins aujourd'hui, et qui est celle d'une forme de spiritualité à la fois visionnaire et hallucinée. On va essayer de s'attarder sur cet aspect visionnaire de son œuvre et de sa personnalité, forte personnalité s'il en est, qui n'est pas sans zone d'ombre. Aujourd'hui, il est récupéré un peu de tous les côtés, y compris politique. Là aussi, on pourra en dire quelques mots. Mais s'il fallait retenir quelque chose de lui, c'est sans doute sa capacité à avoir su dire non à des étapes décisives de l'histoire européenne,
un peu peut-être, comme le général de Gaulle, dont il était un des écrivains favoris. Jacques Julliard a consacré un petit texte récemment à ce sujet, où il croise Bernanos, Péguy, Mauriac et quelques autres, il me semble, comme principales influences littéraires du général de Gaulle. Voilà, donc je vous rappelle le principe de la conférence, à peu près 1h15, 1h30 de questions-réponses entre François Angelier et moi-même. François Angelier que je remercie, de rechef, de sa présence et de son amitié, puis les questions du public. N'hésitez pas à vous exprimer librement sur les propos que vous avez pu entendre, et puis s'il y a quelque chose dans la discussion qui vous paraît un peu obscur, surtout vous n'hésitez pas à interrompre, à demander des précisions, toute proportion gardée sans que ça nuise à la fluidité du propos. À la fin de la conférence, évidemment, nous procéderons à une vente de livres avec notre livraire partenaire Les Chemins du Livre. Vous pourrez acheter donc Georges Bernanos, La colère et la grâce de François Angelier et vous le faire dédicacer. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter. Non, ça vous va. Il va falloir maintenant tenir parole. Voilà, il ne va pas falloir vous asseoir. Donc on va tout de suite passer à une première question qui va nous permettre de planter l'ambiance générale, de planter le décor au sujet de l'environnement intellectuel et littéraire de Bernanos. Donc il est marqué tout d'abord par Balzac, via la bibliothèque paternelle, qui a quand même une grande importance dans sa formation intellectuelle et artistique, et ensuite par ce groupe de catholiques un peu allumés, on peut dire, un peu dandy, un peu anarchisants, souvent reconvertis, qui ont des tendances individualistes assez fortes, parfois royalistes, etc., de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui comprend Barbé d'Aurevilly, Ernest Hello, peut-être Joris Carl Huysmans, évidemment Léon Blois, auquel vous avez consacré un précédent livre. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette ambiance générale, artistique, qui est étonnante, que vous connaissez très bien, donc vous êtes un des grands spécialistes, et nous dire comment Bernanos a été imprégné de tout ça. Merci, d'abord merci de votre invitation, et puis effectivement je vais tâcher de répondre au plus près aux questions que vous allez me poser. Donc alors effectivement une question sur l'environnement culturel et psychologique, social de Bernanos. Bernanos, donc répétons-le, est né en 1888, l'époque où la République devient républicaine, si j'ose dire, après l'ordre moral, dans une famille qui est composée avant tout d'un père qui s'appelle Émile Bernanos, qui est un self-made man, qui exerce depuis des années l'activité de tapissier décorateur dans le quartier de la Madeleine, donc au contact d'une clientèle huppée, d'une clientèle aristocratique, de grands bourgeois. On dit même qu'il a fait la décoration des ambassades de la Porte, les ambassades de France à Constantinople et peut-être même de l'ambassade de Turquie à Paris. Donc ça reste à découvrir, c'est une supputation. En tout cas, c'est un homme qui travaille beaucoup, qui s'est enrichi notablement, Émile Bernanos, qui a épousé une paysanne donc, de Pellevoisin, Hermance, et qui donne à son fils une formation et une éducation, je dirais, très marquée, idéologiquement et religieusement, puisqu'ils sont monarchistes et catholiques, comme le sont, j'ai presque envie de le dire, leurs clients. C'est quelqu'un, Émile Bernanos, d'origine lorraine, qui est vraiment à l'issue d'un sous-prolétariat à la limite de la marginalité, de la pauvreté, qui s'est fait lui-même et donc qui s'est cultivé, j'ai presque envie de le dire, avec la boutique. Et donc cet homme qui se retire assez tôt à Fressin, en Artois, dans une sorte de manoir qu'il achète. Il en a un peu marre de décorer les châteaux des autres, alors il s'achète son château et il le décore à sa manière. Et la décoration du château est un peu le bric-à-brac, il y a un peu de tout. Il y a de l'orientalisme à tout point de vue, c'est-à-dire aussi bien du marocain que je dirais, du japonais, des choses bizarres. Enfin, c'est assez composite et un peu hétéroclite. Et puis il y a surtout au mur des photos, énormément de représentations religieuses, catholiques, traditionnelles et monarchistes. Donc c'est le climat mental dans lequel naît Bernanos,
L'autre dimension importante, il faut en parler, c'est l'antisémitisme, puisque le père de Bernanos, quand Bernanos était enfant, lui lisait tous les matins et lui commentait La Libre Parole, donc le quotidien antisémite d'Édouard Drummond, ce qui fait qu'effectivement il y a un rapport de Bernanos à cet aspect de la France contemporaine qui est précoce et puissant. Et Bernanos lit même La France juive à l'âge de 13 ans. Donc on a au départ donc, ce climat social, psychologique, politique, que Bernanos ne remettra jamais en question, puisqu'il est tout sauf un converti. Tous les gens que vous avez cités ont une caractéristique, ce sont des convertis. Ils viennent d'une famille bourgeoise ou aristocratique, qui leur lègue évidemment la culture familiale, c'est-à-dire monarchiste catholique, surtout catholique. Et puis l'époque, le climat de l'époque fait qu'on s'éloigne de tout cela, on perd de vue, ça se dissout, on devient plus jouisseur sensuel, laïque que ascète chrétien. Et puis les choses font que, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, on retourne au catholicisme. Bernanos, c'est pas du tout le cas. Bernanos n'est absolument pas un converti. Il a reçu à sa naissance et à son enfance une culture, il y est resté fidèle jusqu'à sa mort pendant 60 années, il meurt en 1948. Donc ça c'est important, ce monde-là comme ça, qui est celui, je dirais, qui sera celui ensuite de l'Action française et qu'il a connu de monarchiste plutôt légitimiste, donc dès le départ. L'autre aspect, c'est Balzac, puisque le père de Bernanos était un fort grand lecteur de Balzac, il avait toute la comédie humaine, qu'il tenait caché dans une bibliothèque noire, fermée à clé, qui fascinait le jeune Georges, qui s'amusait à la fois beaucoup à courir dans les bois et dans les champs, mais qui était quand même intrigué par cette bibliothèque paternelle et qui très tôt chipe la clé de la bibliothèque à son père et s'en va, découvre Balzac. Alors là, choc énorme qui ne remettra jamais en cause, comme le reste d'ailleurs, et qui fait que Bernanos est plus que marqué, il est traumatisé, on peut le dire, par la lecture de la comédie humaine, c'est-à-dire la mise en place d'une sorte d'univers romanesque surpuissant, basé sur des types extrêmement intenses, les dandys, les cocottes, les banquiers, les forçats évadés, les bourgeois de province, les curés. Tout cet univers, Bernanos le reçoit de plein fouet. Au lieu de lire la littérature pour la jeunesse, que lisaient les enfants de l'époque, il lit Balzac. Avec Drummond aussi, mais Balzac, qui vraiment, il appelle son grand ami, qu'il tenait par la main, qu'il l'aidait à se promener dans la société française. Donc c'est ça pour lui l'essentiel. Ça, c'est la marque de départ. Ensuite, quand il est adolescent, qu'il fait ses études à Paris, études de droit et de littérature, c'est l'époque de l'adolescence du dandysme. Et le dandysme se marque évidemment par une des lectures qui s'adaptent, qui vont avec ce type de vision. Et donc là, c'est l'époque de Barbey d'Aurevilly, bien évidemment. C'est l'époque de Villiers de l'Isle-Adam également, d'Ernest Hello, quoique ce soit un peu antécédent au lycée, en adolescence. Ernest Hello, qui est un personnage singulier, ami de Léon Bloy, auteur très très curieux, une sorte de Buster Keaton, on peut le dire, du monde catholique et littéraire, un personnage un peu un clown blanc, un personnage très étrange, un peu prophète à sa manière, auteur de toute une série de livres, à la fois d'hagiographie mystique et en même temps de réflexions très, très acerbes et condamnation très vive de la civilisation contemporaine et bourgeoise, donc Ernest Hello. Voilà, c'est ces gens qui sont les lectures de Bernanos à son adolescence, ce qui va tout à fait avec, je dirais, la vie, la vision et les activités d'un Camelot du Roi, fondé en 1908, et comme on disait, à la main un bon livre, à la main une canne et dans la poche un bon livre. Voilà les bons livres qu'avait Bernanos à l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, ce sera la découverte de Léon Bloy. Alors Léon Bloy qui va être très important parce que là aussi, il va encore radicaliser encore plus tout cet apport à la fois de procès ouvert qui est fait à la société, je dirais, laïque, bourgeoise, scientiste, contemporaine, mais en même temps d'avoir un ton et une sorte de marginalité assumée qui, on va le voir, va marquer Bernanos. Et ensuite Peggy qui arrivera ensuite, qui sera plus l'homme des années 30 et puis surtout de l'époque du Brésil et de la guerre. Donc Bernanos a véritablement eu ce qu'il appelait des maîtres, le mot est employé, donc on peut l'employer à sa suite, qui ont véritablement été pour lui, c'est beaucoup plus que des influences littéraires.
c'est-à-dire un héritage spirituel et une manière, une vision. Toute sa vision de la société du XXe siècle découle d'une fusion de tous ces auteurs et son style d'une sorte de décantation et de modernisation, je pense que le mot n'est pas grand-chose, de tout ça. Donc véritablement, voilà, les sources idéologiques, littéraires de Bernanos et spirituelles, ce sont celles-là. Il y a d'autres figures, bien évidemment, Jeanne d'Arc, on va voir le père de Foucault, qui viendront s'ajouter à tout cela, mais ce sont ces auteurs qui ont été vraiment matriciels, comme on dit. Et donc vous avez déjà commencé à en parler, mais donc au-delà de ces références littéraires, Bernanos est également un essayiste, un polémiste politique, qui connaîtra d'ailleurs d'assez nombreux revirements de parti, et qui en tout cas manifeste une volonté farouche et parfois peut-être contradictoire de fidélité et d'indépendance morale, en tout cas de fidélité à ce qu'il estime être la vérité, comme j'ai pu le dire en introduction. Donc d'un point de vue politique, comme vous l'avez dit, il a été membre du groupe Les Camelots du Roi. Vous pourrez peut-être nous dire de quoi il s'agit, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce groupe, dans sa jeunesse, proche de l'Action française évidemment, voire membre complètement, donc marqué par Maurras. Là encore vous pourrez peut-être toucher deux mots de Maurras, et surtout par Drummond, donc vous avez déjà commencé à en parler, auquel il est resté fidèle toute sa vie, donc il n'a jamais renié Drummond, malgré évidemment l'antisémitisme virulent de celui-ci. Donc voilà, là, est-ce que vous pouvez un peu développer et nous dire de quoi il en retourne pour vraiment planter bien le décor de la mentalité bernanosienne? Alors, en ce qui concerne effectivement Maurras et le néo-monarchisme, le nationalisme révolutionnaire, Bernanos l'a dit, surtout au moment où il a rompu avec Maurras en 1932, qu'il avait été monarchiste avant de connaître l'Action française, ce qui est la vérité. Il était élevé dans le monarchisme catholique, il est mort dans le monarchisme catholique, donc il a anticipé. Par contre, ce sentiment a véritablement reçu une sorte de formulation claire et de structure, on pourrait dire, idéologique et psychologique, avec le maurassisme, c'est-à-dire qu'il lit à Aire-sur-la-Lys, dans l'Artois, où il était justement juste avant d'arriver à Paris, il lit là les grands textes de Maurras, notamment contre le Sillon, contre les catholiques démocratiques ralliés à la République, il lit Léon Daudet, il lit l'Action française, enfin il lit les auteurs de l'Action française. Et quand il arrive à Paris, avec ce tempérament extrêmement violent, combatif, intempérant, qui est le sien, il cherche à s'engager, il intègre d'abord une association d'étudiants monarchistes, qui n'était pas encore les Camelots du Roi, mais il se trouve qu'en mars 1908, je ne pense pas faire d'erreur, mars 1908, l'Action française passe, je dirais, du stade d'une sorte de club politique à un mouvement politique d'action directe, enfin d'action beaucoup démultipliée, et crée le quotidien d'Action française. Donc ce quotidien qui était avant une revue, ce quotidien, il faut le faire connaître, il faut le diffuser, il faut le vendre, et donc la nécessité, c'est de créer, je dirais, des vendeurs, des gens qui sont là pour le diffuser. Et donc on crée les Camelots du Roi. Camelots, pourquoi? Parce que pour pouvoir vendre un journal dans la rue ou à la porte des églises, c'était au départ à la porte des églises, bien évidemment, qu'on vendait l'Action française, eh bien il faut une médaille de brocanteur. Il faut une sorte d'autorisation administrative. Il faut être Camelot. Et donc tous les Camelots du Roi, qui sont structurés à la fois de manière départementale, enfin qui sont dans toute la France, il y a toute une structure très précise, reçoivent une médaille. Et donc commencent à vendre le quotidien maurassien. Maurassien étant bien évidemment, Maurras étant évidemment celui qu'on connaît, c'est-à-dire ce théoricien qui a complètement renouvelé, refondé l'idéologie monarchiste, avec donc effectivement tous ces apports complexes de Sainte-Beuve, de Joseph de Metz, de Bonald, et puis d'Auguste Comte, cette espèce de monarchie fédéraliste, positiviste, qui a véritablement essayé d'une certaine façon, non pas de restaurer, mais pour lui de refonder, malgré un soutien un peu inquiet des monarchistes traditionnels, l'idéologie monarchiste.
Et donc à partir de 1908, le journal est vendu et commence alors une période qui va durer pendant plusieurs années, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, d'action directe, d'agitation extrêmement violente, à la fois dans la rue, mais également dans les tribunaux, dans les cimetières, dans les universités, qui se marqueront par des coups d'éclat, puisqu'il y avait un tableau d'honneur où on notait tous ceux qui s'étaient illustrés au combat. Alors Bernanos a figuré plusieurs fois au tableau d'honneur. Je peux citer quelques hauts faits d'armes, si j'ose dire. Par exemple, l'affaire Siffton. Siffton était un homme politique qui s'était suicidé. Et les Maurrassiens accusaient la République de l'avoir tué. Donc il y a son enterrement et un hommage sur sa tombe avait créé une véritable esclandre, un scandale. La police était allée embarquer tous ceux qui manifestaient, dont Bernanos, dont Maurras, dont Léon Daudet, et voilà. Donc Bernanos commence véritablement à figurer très régulièrement au tableau d'honneur des Camelots du Roi, ce qui lui vaut même de faire des séjours à la santé. Et d'être condamné, mais en même temps de faire des études de droit et de lettres. Donc ce sont des années bouillonnantes, violentes, extrêmement intenses, où il donne tout à l'Action française, je veux dire de façon sans limite et sans embâche. À partir de là, il est remarqué, bien sûr, et après une tentative de participer à une conspiration au Portugal, puisque la monarchie portugaise a été renversée, remplacée par une république laïque, un peu sur le modèle français. Bernanos était partie prenante dans une tentative de renversement de la République et de restauration de la monarchie. Tentative un peu rocambolesque et branquignolesque, qui évidemment fait long feu. Et il faut trouver quand même une activité, une sorte de promotion au jeune Bernanos, qu'on pourra le laisser comme ça. Et donc on le nomme en 1913 et 1914 directeur d'une publication à Rouen, qui s'appelait L'Avant-Garde de Normandie, qui était une publication monarchiste, mais qui somnolait, qui était même à 2 doigts de la mort clinique. Et Bernanos s'est envoyé là-bas avec des amis parisiens et restaure, n'est-ce pas, c'est le cas de le dire, restaure cette publication et en fait, un rendez-vous de presse très violent, très virulent, en même temps qui répercute les mots d'ordre parisiens de l'Action française, et où Bernanos publie ses premières proses, c'est pas ses premières proses, ses premières fictions, il publie des fictions, des articles politiques. C'est une période assez étrange sur laquelle on est somme toute assez peu renseignés, mais qui est un peu, je dirais, le sommet, comme ça, l'apothéose du Bernanos première manière. Après, il y a la Première Guerre mondiale, et je veux dire que c'est vraiment cette période 1908-1914 où le jeune Bernanos donne tout au militantisme politique et à l'action monarchiste. Après, on va voir, c'est autre chose. Alors, on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc là, on a planté le décor, on voit à peu près quel est son univers mental de base, si on peut dire. On a coutume de dire que Bernanos est un écrivain visionnaire. On va s'arrêter assez longuement donc, sur cet aspect-là de son œuvre et de sa personnalité. Donc la capacité à voir des choses que les autres ne voient pas. C'est ça un peu la caractéristique du visionnaire. Donc ça concerne d'abord son travail d'écriture. C'est un écrivain tardif, premier roman publié à 38 ans, c'est Sous le soleil de Satan en 1926, qui a demandé, je crois, 7 ou 8 ans de travail, donc il a travaillé quand même assez longtemps. Et il élabore à cette occasion-là une méthode de travail assez originale. Il va dans les cafés et il attend qu'une forme d'hallucination ou de transe qui arrive très péniblement, ça ne va pas du tout de soi, s'empare de lui, pour enfin accoucher douloureusement de quelques pages par jour. Vraiment, c'est un peu du compte-gouttes. Donc voilà, qu'en est-il de cette méthode de travail qui nous amènera vers ces aspects les plus hallucinés, visionnaires, etc. Alors effectivement, il faut partir d'une chose essentielle qui est la vision que Bernanos avait du langage, de la langue française et de sa langue personnelle. Il n'a jamais parlé que le français. Bernanos, au sortir de la Première Guerre mondiale, considère que la langue a été dénaturée, souillée, voire prostituée par la propagande, une espèce de folklore frelaté mis en place par le pouvoir politique, par ce qu'il appelait ceux de l'arrière, voire du derrière, qui ont dénaturé pour lui et véritablement, déshonoré
sens fort, la langue et les mots essentiels de la langue, des mots comme douleur, souffrance, sacrifice, courage, héroïsme et tout ça, pour Bernanos après la guerre, sont des mots qui sont totalement annulés. Donc, il reçoit, il le dit à Dombès, qui est un bénédictin maurassien avec qui il était en lien de correspondance, il se donne, il reçoit la mission, le mot vocatus, il est appelé un peu à cette mission de sauver la langue française, c'est-à-dire de la restaurer, beaucoup dans la restauration, de la régénérer d'une certaine manière, en redonnant à tous ces mots une valeur et une puissance réelle, authentique, une vérité, de ramener tous ces mots, toute cette langue dans la vérité. Et donc, il a déjà écrit, Bernanos. Bernanos ne commence pas à écrire en 1926 avec Sous le soleil de Satan. Il a écrit depuis les années 1908. J'ai retrouvé dans mon livre 4 ou 5 textes publiés dans les années 1908. Le journaliste politique, d'une certaine manière, est prêt, entre guillemets, très vite. Les textes politiques qu'il publie dans l'Avant-Garde de Normandie sont des bons textes, très percutants, très, très forts, avec une ironie, un humour extrêmement cinglant. Alain, tout le monde connaît Alain, le gentil Alain, le philosophe de classe terminale, comme disait, ou de classe secondaire. Alain était chroniqueur dans les journaux de Rouen. Et le grand plaisir de Bernanos, c'était de se payer Alain, si j'ose dire. Donc il y a des pages sur Alain qui sont absolument extraordinaires. On peut dire que le pamphlétaire, le polémiste est prêt très très tôt. Par contre, le romancier mettra beaucoup plus de temps à naître, et les premières fictions de Bernanos sont intéressantes, mais avec ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc ce travail de rédemption de la langue française, de rédimer, comme on dit, de racheter la langue, il le fera surtout avec la fiction. Et il met en chantier, à partir de 1919, parce qu'il a fait quand même la Première Guerre mondiale de 1914 à 1919, 5 ans de guerre dans des unités variées, sur un mode que j'ai tenté de reconstituer, qui n'est pas évident à évoquer, mais bon, sur lequel il a véritablement été un soldat de la Première Guerre mondiale. À partir de 1919, il met en chantier ce travail d'écriture. Comme il est seul, il est totalement absent du milieu littéraire, il ne connaît personne. Bernanos, il est on lui a trouvé un boulot d'inspecteur d'assurance dans l'Est, à Bar-le-Duc. Alors il est installé avec sa femme et ses enfants à Bar-le-Duc, et il passe son temps dans les... Vous imaginez l'Est français en 1919, il devait à peu près rester rien debout, et vous imaginez Bernanos avec son sac de contrats d'assurance, en train de sillonner la région de l'Est français et écrivant des premières pages de Sous le soleil de Satan sur des contrats en blanc, sur des feuilles en tête de la nationale compagnie d'assurance. Bon, c'est assez extraordinaire, et puis dormant dans les trains, dans les hôtels, enfin c'est une période de sa vie assez étonnante. Malgré tout. Et donc, ce premier roman de 1926, Sous le soleil de Satan, est écrit par un homme qui vient de nulle part, au sens où il est totalement étranger au milieu littéraire, aux querelles et aux courants esthétiques des années 20, c'est-à-dire les années folles, les années du surréalisme, de Jean Cocteau, les ballets russes, du modernisme effréné, ou à ce type qui débarque, monarchiste catholique, qui raconte des histoires de curés illettrés qui ont vu le diable dans des champs la nuit, et apparition de Bernanos, grosse surprise. Et en plus de ça, avec des romans qui ne sont pas, je dirais, des ouvrages désuets, un peu à la raccroche, des ouvrages qui témoigneraient d'une sorte d'inspiration 19e, pas du tout. Bernanos, c'est un écrivain du XXe siècle et de son époque. Donc voilà, c'est surtout ça qui est important. Il est visionnaire, en plus de cela, parce qu'il a un rapport à l'écriture extrêmement particulier. On s'en rend compte au moment de la parution de Sous le soleil de Satan. Là, brusquement, gros succès. Ça paraît chez Plomb, dans une collection dirigée par le philosophe catholique Jacques Maritain, qui s'appelle Le Roseau d'or. Ça se vend par 75 000 exemplaires tout de suite, c'est traduit dans toute l'Europe. Brusquement, ce bonhomme bizarre devient une vedette du jour au lendemain. Et Bernanos sent tout de suite que là est le grand péril et le grand danger. C'est-à-dire que s'il devient un écrivain à la mode, comme bien l'autre
que la mode s'excuse des modes, il perd son âme et ne répondra pas au message et à la mission qu'il a reçue. Donc Bernanos immédiatement prend du champ à l'égard du milieu littéraire, et c'est d'une certaine façon s'exile, devient un exilé de l'intérieur, et ça continuera toute sa vie. Et par ailleurs, il a une méthode d'écriture très, très particulière, c'est pas du tout... Il refuse le statut d'écrivain, le statut d'homme de lettres, c'est-à-dire la tour d'ivoire, la bibliothèque, les reliures. Imagine ce qu'est un grand écrivain dans ces années-là. C'est quand même l'héritage de la Troisième République, Anatole France... Henri de Régnier, alors que bon, les reliures, bon, il y a toute une image de l'écrivain. Bernanos, c'est tout à fait vrai, il écrit dans les cafés, et il écrira toujours dans les cafés, à la fois pour être parmi dans la rumeur du monde, et en même temps pour, d'une certaine façon, s'isoler au sein de cette rumeur. Donc c'est une espèce de dialectique assez étrange, où il est à la fois parmi les gens, mais non pas avec eux. Enfin, c'est très bizarre. Ça n'empêche pas d'intervenir dans les conversations de café quand il en a envie, mais voilà. Donc il est au milieu de la foule, mais il crée une solitude, et une fois que cette capsule, un peu comme ça, il descend lui-même, et c'est là que, dans une sorte de nuit intérieure très inquiétante, très violente et dangereuse, il attend l'apparition de ses propres fantômes. C'est-à-dire que les personnages bernanosiens ne sont pas, sont d'une certaine façon, c'est vrai, à mon avis, effectivement, pas uniquement de mais inspirés par toute la population qu'il a pu connaître quand il était enfant et adolescent en Artois, puisque tous les romans de Bernanos, ou quasiment, se passent en Artois, dans des petits villages. Donc on sent qu'il y a un legs, il y a toute une humanité qui vient de là. Mais je dirais, ce qui fait l'essentiel des personnages, ce qui fait que les personnages sont nés et sont encore aujourd'hui des véritables mythes, c'est que Bernanos est allé les chercher très très profondément en lui, et il a attendu qu'ils naissent. Enfin, véritablement, c'est presque du spiritisme. Vous attendez qu'on vous parle, c'est ce qu'il raconte pour Mouchette. La première Mouchette, pas la seconde, la première Mouchette, celle du sous-soleil de Satan, elle lui est apparue brusquement alors qu'il était à Berck-Plage et qu'il visitait un hôpital de tuberculeux. Là, il se passait quelque chose, il a été d'une certaine façon contacté par ce personnage. Et tous les personnages de Bernanos, même le curé de campagne qui est né à Majorque, si j'ose dire, naîtront de cette façon. C'est pas quelqu'un qui travaille sur, je dirais, qui utilise une documentation réaliste ou des documents historiques. Il le dira au moment où il écrit d'ailleurs les dialogues des Carmélites, qui réfèrent pourtant à un événement historique. Il dira à sa secrétaire, une dame qui travaille avec lui, je n'écris pas sur document. Donc ça peut être effectivement un décor historique, mais ça vient d'ailleurs. Alors très bien, on va continuer un peu sur les personnages qu'a créé Bernanos, qui sont des personnages très forts. C'est un cas assez rare quand même dans la littérature contemporaine, qui nous renvoie, à mon sens, directement à Balzac. Donc, comme vous l'avez bien dit, à travers ce côté un peu spirit des personnages qui sont créés, on peut le rattacher donc à Balzac, à mon sens, chez qui les personnages forment des genres de spectres qui l'obsèdent, une société vraiment imaginaire. On dit que Balzac a appelé le médecin qu'il avait créé à la fin de sa vie. Donc effectivement, Bernanos est un grand créateur de personnages. Vous avez parlé de Mouchette, il y a également l'abbé Domissant qui a planté Gérard Depardieu dans l'adaptation de Sous le soleil de Satan par Maurice Pialat. Il y a le curé de campagne, ces deux personnages qui sont des figures de saints. Là encore, vous pourrez peut-être nous dire ce qu'entend Bernanos par cette aspiration à la sainteté. Donc Mouchette, vous en avez parlé, qui prend à sa charge le mal du monde et qui finit par en mourir dans Sous le soleil de Satan et dans Nouvelle histoire de Mouchette, qui est également adapté par Bresson. Il y a évidemment le personnage évanescent, fantomatique, qui ressemble à un mollusque, celui de Monsieur Wynne, qui est vraiment le personnage de la fin de sa vie, sur lequel il travaille de nombreuses années, qui peut faire penser à un personnage de Fritz Lang, un peu entre M. le Maudit, cette espèce de gros personnage qui est manipulé, enfin qui est attiré vers le mal malgré lui, et le docteur Mabuse, qui est un vrai manipulateur
manipulateur sous la forme c'est une espèce de fantôme, disons. Plusieurs personnages de bourgeois, tous aussi lâches les uns que les autres. Chez Bernanos, l'anti-bourgeoisisme est extrêmement fort. Donc voilà, vous avez déjà commencé un peu à en parler, mais est-ce que vous pouvez poursuivre sur cette création de personnages et nous dire ce que vous préférez voilà, vous êtes libre. Alors effectivement, Bernanos est un des très grands créateurs de personnages de la littérature contemporaine, et ça il le tient effectivement de Balzac, c'est-à-dire que la figure comme ça, le monde social relève plus du mystère que du déterminisme économique. Vous voyez, les personnages sont tous des énigmes. Et c'est cette dimension énigmatique, ce mystère de charité, parce qu'on ne se dissimule pas la chose. Bernanos aime tous ses personnages, même les pires. Et c'est la charité chrétienne qui permet de créer un personnage de roman. C'est pas l'ironie, c'est pas la méchanceté, c'est une forme de charité, mais de charité qui peut être pire que la pire des colères. Enfin, mon livre s'appelle La colère et la grâce. Il y a une certaine forme de colère à l'égard des personnages, une charité qui est une forme extrême de colère. Donc effectivement, les personnages de Bernanos, les plus importants, les plus importants, on peut le dire, d'abord sont les personnages de prêtres. Les deux personnages de prêtres, les trois, qui pour lui, pour Bernanos, l'essentiel c'est le prêtre, c'est-à-dire celui qui a reçu mission d'incarner la parole de Dieu et de sauver le monde. Donc, par la sainteté, c'est la phrase de Léon Bloy, la seule tristesse que nous devons avoir, c'est de n'être pas des saints. Donc, pour Bernanos, la question numéro 1, c'est la sainteté, et le personnage numéro 1, c'est celui qui est quasiment réquisitionné pour devenir un saint, qui a le devoir d'être un saint, c'est-à-dire le prêtre. Alors, à partir de là, il a créé 3 personnages. Et le premier, c'est l'abbé Donissant dans Sous le soleil de Satan, qui est un personnage dont personne ne veut. Vous voyez, c'est comme dans l'Évangile, la pierre rejetée par les bâtisseurs. C'est ça, l'abbé Donissant, c'est une espèce de grand crétin, puissant, qui est capable d'aider les ouvriers à réparer un clocher, mais Depardieu est parfait, une espèce de géant puissant, comme d'Herculéen, d'Atlas, comme ça. Bon. Mais qui intellectuellement c'est une nouille. C'est la phrase de l'Évangile, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est avec celle-là que je ferai la pierre d'angle. C'est un peu ce qui arrive dans Sous le soleil de Satan. L'abbé Menou-Segret, donc, à qui on a confié ce séminariste un peu limité, a l'intuition que, comme il dit à son ami l'abbé Mange, mais il y a autre chose. Et l'autre chose, c'est la sainteté. Donc l'abbé Menou-Segret révèle à l'abbé Donissant qu'il n'est pas là pour avoir des sortes de crétins épais, c'est un saint en puissance. Et donc il faut que cette sainteté, et après toute la personnalité de Donissant se déploie au travers de pratiques ascétiques, d'une sorte d'enfer intérieur, la tentation du désespoir, le refus du salut. Le personnage prend une dimension qui est véritablement abyssale, enfin je veux dire tout à fait, qui est, comment dirais-je, qui est un personnage de thérapeute, enfin thaumaturge, qui peut d'une certaine façon guérir, qui échoue dans la fameuse scène du miracle, mais qui est promis. Le modèle, c'est le curé d'Ars. Là aussi, le curé d'Ars, c'est ça, c'est-à-dire un curé de rien, qui par sa seule puissance spirituelle et son génie intérieur est devenu le curé le plus célèbre du 19e siècle, au point même, le curé d'Ars, qui avait un guichet, c'était marrant à savoir, à Lyon. Quand on partait se faire confesser par le curé d'Ars, il y avait un guichet à la gare spécial curé d'Ars. C'est-à-dire qu'il y avait des convois, et c'est ce qui se passe un peu dans le Sous le soleil de Satan. Ce personnage devient tout à fait considérable. Donc, et alors, il est montré sous différents... Dans la deuxième partie, il est effectivement... c'est la souffrance, le martyr, c'est la tentation du désespoir, et après c'est le saint de l'Indre, avec toute cette espèce de reconnaissance, puisqu'il est devenu une sorte de figure spirituelle reconnue. Donc déjà, Sous le soleil de Satan plante le décor et crée une humanité sacerdotale qui sera ensuite développée. Le second important, c'est l'abbé Chevance,
que l'on trouve dans l'imposture et dans la joie. Il y a même là deux prêtres tout à fait essentiels. L'abbé Sénard et l'abbé Chevance. L'abbé Sénard, c'est un prêtre mondain, c'est un historien, c'est un érudit, c'est un homme de grande intelligence, qui a évidemment tout un réseau mondain, social, très académique, dont le modèle, Bernanos ne l'a jamais vraiment avoué, mais c'est l'abbé Brémond, qui est un ancien jésuite, qui était un académicien, des grandes figures de l'histoire religieuse de l'entre-deux-guerres. Et bon, et ce prêtre, l'abbé Sénard, réalise un soir, à l'issue d'une confession qui est une scène absolument extraordinaire, où justement il détruit un de ses pénitents pour lequel il réalise que finalement il a du mépris, eh bien ce prêtre réalise qu'il ne croit plus en Dieu et qu'il n'a peut-être même jamais cru en Dieu. Donc véritablement, on passe là une sorte de prêtre qui ouvre la porte de l'enfer. Et par son dernier instinct de réaction, pour se sauver, il appelle à lui l'abbé Chevance, qui est comme l'abbé Donisson, une sorte de prêtre dont on ne sait pas trop quoi faire, qui est totalement, qui était avant un prêtre diocésain dans l'est de la France, qui a été exclu de sa paroisse parce qu'il s'était livré à un exorcisme qui a mal tourné, à qui on a confié aussi à Paris un rôle de confesseur, mais avec je dirais un public qui n'est pas du tout un public mondain, mais un public dont personne ne veut, et qui là se révèle un véritable sorte de génie spirituel, quoi. Donc deuxième figure, assez proche. Et puis le dernier, c'est le curé de campagne, qui est justement là, qui montre à quel point la grâce s'accomplit dans un prêtre, malgré tout l'idée qu'il peut s'en faire et toutes les stratégies qu'il déploie au service de Dieu. Donc d'une certaine façon, Bernanos, c'est le romancier du prêtre, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il crée, d'une certaine façon, il fait du prêtre catholique un mythe littéraire. C'est le premier à faire ça, puisqu'on ne peut pas dire que les autres figures genre de prêtres dans la littérature française aient une dimension mythique, que ce soit les prêtres de Balzac, de Huysmans, d'Octave Mirbeau, de Zola, ou même de Paul Bourget, avaient une dimension mythologique universelle. Avec Bernanos, le prêtre catholique accède à une dimension mythologique universelle, comme le chevalier, comme le savant, comme vous voyez, tous ces le Faust, Don Quichotte, le capitaine Ahab, Moby Dick et tout ça. Donc ça c'est absolument essentiel dans l'œuvre de Bernanos. Et en face de ces figures qui sont des combattants, de ces guerriers de la sainteté, il y a les figures infernales, les figures de damnés, avec notamment la première Mouchette, qui se suicide après que l'abbé Donisson lui ait révélé d'une certaine façon la profondeur de son âme, puisque le charisme de l'abbé Donisson, c'est de pouvoir remonter l'histoire d'une âme jusqu'à ses origines. Donc il y a ce face-à-face avec Mouchette qui est extrêmement puissant. Et puis l'abbé Sénard, dont je viens de dire, qui est une force de destruction. Et puis cette figure étonnante de M. Wynne. Est-ce que Mouchette n'est pas entre deux, quand même? Est-ce que c'est une vraie figure infernale ou est-ce que c'est Mouchette, c'est une âme écrasée, elle était d'une certaine façon totalement harassée par l'ennui, la médiocrité de son milieu familial, le milieu qu'elle vient, et elle a fait d'une certaine façon un pacte avec le diable, même si les choses ne sont pas aussi simplement dites, pour tenter la grande aventure. Je veux dire, d'une certaine façon, elle considérait que la chute vers le bas, la chute vers l'en bas, était une manière peut-être de se libérer, et qu'en définitive, c'est l'incarcération la pire qui soit. Donc voilà, c'est la première Mouchette. La seconde, qui est un produit, si j'ose dire, qui est une figure créée au moment de la guerre d'Espagne sur la figure héroïque de la pauvreté, est tout à fait différente. Mais sinon, je parlais des figures négatives, il y a la figure de M. Wynne. Alors M. Wynne, c'est un roman très étonnant de 1946 qui a été écrit au Brésil, commencé dans les années 30, fini au Brésil et publié en France en 1946, et qui incarne le mal, non plus dans la forme du diable, comme dans Sous le soleil de Satan, où le diable, c'est célèbre, est un maquignon qui tente d'avoir la peau de l'abbé Donisson sans y arriver, qui est un diable assez traditionnel, héritier du diable romantique, du diable séducteur et flamboyant. Monsieur Wynne, c'est un professeur d'anglais à la retraite,
tuberculeux et qui achève de vivre comme hôte d'un couple de châtelains de l'Artois un peu décadent. Et ce personnage qui au départ semble anodin, un peu une sorte de parasite, un peu assez peu reluisant, en définitive se révèle l'incarnation du mal, mais non pas un mal à l'ancienne, si j'ose dire, mais une sorte de vide. C'est une machine à faire le vide, c'est une machine à dévitaliser tous les milieux dans lesquels il vit, et d'une certaine façon, c'est une machine à créer le néant. Et ce personnage anéantit véritablement d'abord la famille dont il est l'invité, et puis ensuite le village à l'intérieur duquel, avec notamment une scène de messe extraordinaire et d'enterrement tout à fait étonnant, où le village devient une sorte de champ de bataille suite aux manigances de M. Wynne, qui est véritablement un personnage absolument extraordinaire. Donc on est confronté avec Bernanos. L'œuvre Bernanos n'est pas énorme, il n'y a pas des dizaines et des dizaines de romans, il y en a quelques-uns, mais qui tous nous offrent véritablement, en lien avec les préoccupations spirituelles de Bernanos, une figure qui est extraordinairement puissante. Toujours dans le même état d'esprit de ce côté imaginaire, visionnaire, Bernanos dit, si je vous ai bien lu, que se crée en lui des images en mouvement, donc des films qu'il doit mettre sur papier. Donc quel est le rapport donc Bernanos est contemporain des débuts du cinéma, quel est le rapport de Bernanos avec le cinéma? Donc un art qui voit naître, presque, et il a évidemment été adapté, comme on l'a déjà dit, par de très grands réalisateurs. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un rapport, toujours sur ce côté visionnaire, halluciné, etc., entre Bernanos et le cinéma? Oui, absolument. Il y a déjà des adaptations des œuvres de Bernanos, ce pourquoi d'ailleurs il a continué à être très célèbre, c'est-à-dire notamment les films de Bresson, qui sont les deux monuments que sont Journal d'un curé de campagne et puis Mouchette, qui sont deux chefs-d'œuvre, mais vraiment absolus, sur lesquels on désespérerait véritablement de faire autre chose, même on peut faire autre chose toujours bien sûr, mais de faire mieux ça me semble difficile. Et puis le film de Piala, sur lequel moi j'ai pas mal de réticences, mais qui est aussi quand même un film extrêmement puissant et avec une véritable volonté d'incarner Bernanos à l'écran. Sinon Bernanos était, non pas cinéphile, mais était familier du cinéma. On trouve dans un de ses premiers textes, qui s'appelle Madame d'Argent, des allusions très claires à Feuillade, c'est-à-dire Louis Feuillade, qui est un des grands réalisateurs français du muet, spécialisé dans ce qu'on appelle les sérioles, c'est-à-dire les séries à épisodes. Il a fait notamment Fantomas, Les Vampires, Judex, qui était véritablement un des très grands réalisateurs du muet. Et Bernanos le cite sans le citer, parce que dans ce texte d'avant 1926, qui s'appelle Madame d'Argent, il y a une allusion à Musidora, qui était la star de Louis Feuillade. Il y a des allusions cryptées à des films de Feuillade. Et je pense que, très honnêtement, moi, c'est vraiment une conviction que j'ai, Bernanos allait au cinéma, a dû bien voir et recevoir les films de l'expressionnisme allemand, c'est-à-dire les films de Murnau, les films de Lang, les films de toute cette période où on est entre une sorte de fantastique et d'épouvante liée à une image qui est l'image puissamment contrastée de l'ombre et de la lumière, des ombres portées. Voilà. Et quand on lit Bernanos, on retrouve cette espèce de confrontation très tranchée et très violente entre, je dirais, la lumière, une lumière ardente, une lumière aveuglante presque, et des ombres qui sont des ombres de la nuit, on est dans un univers romanesque qui répercute un peu celui de l'expressionnisme allemand. Et je pense après que dans tous les textes que Bernanos a pu écrire sur la civilisation moderne, et notamment sa condamnation, toutes ces visions, puisqu'on parlait du visionnaire, toutes ces visions assez démentes une sorte de apocalyptique de la vie moderne, il y a du Métropolis. Ça, c'est absolument évident. Donc je pense qu'il avait, son fils
Jean-Loup m'a dit un jour qu'il aimait bien Marlène Dietrich, mais j'ai pas eu plus de commentaires. Donc je pense qu'il est allé au cinéma peut-être pendant la guerre. Il y est allé en tout cas, à mon avis, à Paris, quand il était après la guerre. Quand il allait à Paris, dans l'Est, j'en sais rien. Je pense qu'il y est allé au Brésil, puisque quand il vivait au Brésil, il avait l'habitude d'aller dans le côté de ce qu'on appelait Cinélandia. C'est une grande place de Rio où il y a tous les cinémas. Et je crois que Bernanos fréquentait les cafés de Cinélandia, donc il a dû voir il cite quelques films, même dans les années 30. Ne forme pas, il n'a jamais consacré un texte au cinéma. Mais il est évident que la puissance du cinéma muet et du cinéma expressionniste est présente dans son œuvre. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais on va poursuivre sur les aspects sociaux et politiques, puisque de ce point de vue-là, on peut faire encore une fois de Bernanos un grand anticipateur, quelqu'un qui a eu des anticipations, des intuitions qui se sont révélées justes a posteriori. C'est pas toujours évident, on est confronté à une situation précise, de prendre la bonne décision, enfin, telle qu'elle pourra apparaître dans la postérité. En 1937, il habite donc Majorque, on reviendra plus tard sur son côté nomade, et bien que très chrétien et a priori favorable au général Francisco Franco, son fils est engagé dans la phalange, il en découvre horrifié les exactions, plus ou moins gratuites, souvent gratuites, et rompt complètement avec ce régime qui pourtant lui était plutôt sympathique au départ, pour s'en faire un contempteur très virulent dans un des livres qui marque une rupture, sinon dans son œuvre, au moins dans son lectorat et dans l'opinion qu'on a pu se faire de lui. C'est évidemment Les Grands Cimetières sous la Lune. Par ailleurs, à la fin de sa vie, dans La France contre les robots, il compile un livre dans lequel il compile des textes décrivant l'évanescence, la fantomisation, on peut presque dire, de l'homme dans la société technicienne et industrielle telle qu'elle s'intensifie, avec l'avènement du règne des machines. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé, mais c'est encore pire qu'à l'époque. Mais bon, il avait eu le mérite de voir ça. Il n'était pas le seul, hein, au travers de la revue Esprit et d'autres publications. Il y avait toute une critique avec Guénon également. On parlait à midi de René Guénon. Les derniers écrits de Guénon sont extrêmement critiques, Heidegger évidemment, sur la société technicienne et industrielle, mais il reprend cette chose-là avec sans doute une certaine originalité, et en tout cas, il ne semble pas s'être trompé. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce côté visionnaire, et en tout cas de la justesse avec laquelle il s'est attaqué aux problèmes cardinaux de son temps, que l'on retrouve encore aujourd'hui de façon encore accentuée, il me semble. Oui, ça c'est l'aspect qui peut être le plus contemporain et le plus présent de l'œuvre de Bernanos. Je dirais les dramaturgies spirituelles et mystiques de ces romans peuvent ne pas toucher le public d'aujourd'hui, c'est son affaire, mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'essai et de la réflexion sur la civilisation contemporaine, enfin la sienne, celle du XXe siècle, absolument et totalement d'actualité et ne cesse d'être de plus en plus d'actualité. Il faut partir déjà d'un premier événement, c'est la Première Guerre mondiale. Bernanos appartient à une génération qui est celle des tranchées, et moi je pense, je ne suis pas le seul, qu'on ne revient pas des tranchées, on y reste. Et toute la génération de Bernanos, celle qui sait aussi bien André Breton, Aragon, Soupeau, que celle qui a fait Drieux-La Rochelle, et certains militants de l'Action française ne sont jamais revenus des tranchées. Ils sont restés du côté de la mort et du côté du sacrifice. Et cette expérience de 5 ans, dont nous restent des lettres, je l'ai édité plus ou moins bien, enfin, des lettres extrêmement puissantes, notamment à celle qui était sa fiancée puis sa femme, sont très claires. Bernanos, en assistant, il était à la fois au premier rang au front, mais en même temps, il n'était pas dans les régiments sacrifiés. Donc il était, au départ, il s'est engagé dans les dragons.
les régiments de dragons, comme chacun sait, au moment où la guerre est devenue une guerre de tranchées, n'ont pas eu un rôle à ce point. Donc quand ils sont redevenus des régiments de mitrailleurs ou des régiments versés d'autres activités. Maintenant, Bernanos était présent au front, mais avait quand même à l'arrière du front, si j'ose dire. Il avait la capacité à la fois de faire la guerre, il a été blessé. On retrouve dans l'histoire du régiment du 6e dragon, on retrouve son nom, il a eu la croix de guerre. Il raconte d'ailleurs à quelle occasion il a mérité cette distinction. Mais ça c'est une chose, il a fait une guerre qui n'est pas une guerre de héros, c'est pas Genevois, c'est pas Ernst Jünger, c'est pas, comment dirais-je, Ifort ou Duhamel. Mais il a fait la guerre et il a été présent pendant toutes ces années. Et donc il a bien vu là que quelque chose était en train de changer, qu'on assistait à une mutation radicale et monstrueuse, non seulement de la guerre, puisque lui il venait de l'Action française, donc il avait la tête pleine d'une mythologie de guerriers, de gentilshommes guerriers, de charges de cavalerie, de duels, des choses comme ça. Et quand il se trouve face, oui, enfin c'est plutôt le XVIIIe siècle, enfin c'est pas en Fontenoy, mais presque. Et là, brusquement, il se trouve dans la guerre industrielle. C'est-à-dire que la guerre n'est plus devenue une sorte de combat entre gentilshommes, mais avec une étiquette de la guerre, mais véritablement une industrie, et une industrie totalement mortifère, et à grande échelle. Donc là, il l'écrit d'ailleurs, on passe à un nouvel échelon, une nouvelle étape de l'histoire du monde. Et ça, c'est le choc premier que Bernanos constate, qu'il expérimente, et dont il fait véritablement un de ses grands points de départ. Et à partir de là, sa méditation s'amorce, s'amplifie, et la première étape, c'est 1931, La Grande Peur des Bien-Pensants, qui est, on le sait, un hommage et un éloge à Édouard Drummond, où Bernanos d'ailleurs nous crée un Drummond un peu singulier, qui est pas, où l'antisémitisme est présent mais sans être central. C'est plus la critique de la plutocratie républicaine et de la démocratie d'affaires, si j'ose dire. Mais ce qui est important, c'est la fin de La Grande Peur des Bien-Pensants, où là, brusquement, Bernanos passe le pont, comme on dit dans Nosferatu, et où le monde futur vient à sa rencontre, c'est-à-dire que, sûrement marqué par Métropolis de Fritz Lang, il a une vision totalement hallucinée, alors là on peut dire visionnaire et cauchemardesque, de ce que sera la ville future, à la fois dans sa démesure, dans sa puissance, dans son caractère inéluctable, c'est plus une ville qui est faite pour l'homme, et puis dans son asservissement machinique et sa dictature technologique qui s'impose aux individus, que ce soit, je veux dire, l'ingénieur, le standardiste. Alors à l'époque, ça existe, c'est pas une découverte de Bernanos, mais le problème c'est qu'il donne à cette mutation une dimension totalement ontologique. Pour lui, c'est une suite du péché originel, on peut dire, il y a une dimension presque prophétique et mystique, et que c'est irrémédiable, puisque la plupart des gens qui condamnent cette espèce de bond en avant de la société contemporaine, industrielle, machinique et technologique, sont persuadés qu'on peut malgré tout la conserver, on peut pactiser. Bernanos est dès le départ persuadé que le mal est fait et que d'une certaine façon, c'est sans frein. On est dans quelque chose d'irréfréné. Et ça ne cessera de s'accentuer au fil des années, notamment avec les années 40, bien évidemment, et jusqu'à la fin de sa vie, puisque la France contre les robots, où il voit que ce dont il avait eu une intuition pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre industrielle avec une technologie qui avait déjà été mise au point pendant la guerre de sécession, pendant la guerre de Crimée, enfin c'est la naissance de l'artillerie très lourde, enfin, l'artillerie devient vraiment très très lourde. Là, avec la Seconde Guerre mondiale, il y a même avant à Hiroshima, les espèces d'évocations de bombes énormes, d'un mode de destruction qui fait que, là on ne va pas parler de prophétie, mais il ne se fait aucune illusion sur ce qui nous attend. Et il dit même que, bon, effectivement, en 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais pour lui, c'est la fin de rien du tout, puisque c'est un processus qui continue de se développer, qui continue de s'accélérer, qui ne prend plus la forme de la guerre, mais qui prend la forme de la paix.
Et pour lui, même la guerre froide, c'est bien sympathique, ou c'est pas sympathique, mais c'est totalement secondaire. C'est quelqu'un qui, dès les années 30, a une vision, je dirais, globale, métaphysique, on peut le dire, et d'une certaine façon définitive, d'une sorte de processus qui se met en marche et qui ira forcément vers la destruction et vers le cataclysme. Donc on peut dire que sur ce plan-là, Bernanos est un personnage qui n'a jamais essayé d'arrondir les angles et de trouver des raisons ou des prétextes pour envisager une société effectivement difficile à vivre, mais où néanmoins on peut... Bon. Il a toujours été dans cette radicalité. Et ça c'est véritablement aujourd'hui l'aspect le plus fort et le plus actuel. Et sur les grands cimetières sous la Lune, là, son engagement d'abord favorable à Franco, puis ensuite défavorable, tout en restant par fidélité, si on peut dire, au monarchisme et au catholicisme, là aussi, il semblerait qu'il ait eu raison avec... Alors ça c'est pareil pour Vichy aujourd'hui. Oui, absolument. C'est-à-dire que Bernanos, je l'ai dit, est né et mort monarchiste et catholique. À aucun moment il n'a remis en cause cet héritage et cette conviction profonde chez lui. On a tendance à penser qu'avec la guerre d'Espagne, quand il voit les horreurs du franquisme, il fait bon sang, mais c'est bien sûr, et devient de gauche. Non, c'est totalement faux. Il n'a jamais été aussi monarchiste, aussi catholique qu'au moment où il condamnait le franquisme. Donc effectivement, quand il est rentré dans les camelots du roi et qu'il est devenu militant maurassien, c'était dans le cadre de nationalisme révolutionnaire. C'était pour accomplir ce que Maurras appelait le grand coup, c'est-à-dire la révolution. Bon, très rapidement, il voit que ce ne sera jamais le cas, puisqu'après la Première Guerre mondiale, il s'écarte, il prend ses distances, notablement avec l'Action française, parce que l'Action française s'intègre dans le paysage politique. Il y a même des députés maurassiens, c'est quand même un comble quand on connaît ce qui était avant. Bon. Léon Daudet s'amusait beaucoup à être député, tenant des discours très violents, mais bon, il y avait des députés maurassiens, donc là, d'une certaine façon, Bernanos comprend qu'il n'y aura jamais de grand coup, il n'y aura jamais de révolution, que ce n'est pas la peine d'insister. Donc il y a toujours ce dépit et cette déception, ce désamour à l'égard de Maurras, qui évidemment est encore plus fort à partir de 1932. Là où la rupture là, est franche et définitive. Mais quand brusquement se déclenche, pour le pronunciamento en juillet 1936, la guerre d'Espagne, il se dit « Ah, tiens, enfin une révolution nationale catholique, la phalange, on va pouvoir peut-être, ce que Maurras n'a pas fait, peut-être en Espagne, ça va pouvoir se faire. » Donc Bernanos, au départ, est favorable. On raconte même qu'il était lié, de par des amitiés à Majorque, avec la duchesse d'Harcourt, Juliette de Zayas. Il était lié au milieu de la phalange, il était lié même au milieu des conspirateurs. On a des témoignages sur ça. Donc au départ, son fils Yves Bernanos s'engage dans la phalange, et même dans les commandos de la phalange. Les choses au départ sont très claires pour Bernanos, mais très rapidement, il constate qu'on a affaire là à une sorte de nouveau, une fois de plus, à une trahison de l'idée de croisade, à une défiguration totale de cette guerre, comme ça, censée sauver la civilisation chrétienne, qui ne sauve rien du tout, si ce n'est, je veux dire, une société de nantis, une société d'injustice et une société sur laquelle il a le plus profond mépris. Et donc il assiste à Majorque à des massacres qui sont totalement... qui sont des règlements de compte internes absolument effroyables, avec des charniers arrosés de pétrole, on imagine Bernanos et sa moto, parce que il continue à faire de la moto malgré son infirmité depuis 1933, mais il débarque dans des cimetières où il voit qu'effectivement il tombe sur des charniers arrosés de pétrole, il assiste à des règlements de compte et à des liquidations sommaires des escadrons de la mort, à tout ça. Et il ne voit là, et bien évidemment avec raison, qu'une sorte d'extraordinaire mensonge organisé qui est celui de la révolution franquiste. Et bon, ça déjà, il s'y oppose très frontalement, au point même de subir 2 tentatives d'assassinat. C'est étrange, enfin, il y a une fois à la fois par avion et au sol. Et en plus de ça, son mépris redouble, voire retriple pour toute l'extrême droite
française, qui applaudit à Franco et qui dit « Mais c'est amusant, vous applaudissez chez Franco... non, je vais un peu trop vite. Il dit, mais vous n'avez jamais été capable d'accomplir cette révolution politique en France, vous l'accomplissez chez les autres, donc il y a chez vous une forme, vous êtes... Enfin bon, il y a véritablement un refus, une sorte de mépris royal à l'égard de tout ce milieu, où on trouve déjà les gens Je suis partout, Henri Massis, et bien sûr l'Action française, très, très franquiste. Et cette attitude se confirmera, sera confirmée bien sûr au moment de Pétain, au moment de l'État français, où là justement la question de l'armistice, pour lui, le révulse complètement, et il sait très bien de quoi est fait le pétinisme. Il est au Brésil à ce moment-là. Oui, absolument, parce qu'il considère en 1938 que la vie en France n'est plus possible, qu'un homme libre ne peut plus respirer dans l'Europe qui va être celle de l'Europe des totalitaires, l'Europe des régimes dictatoriaux, fascistes et autres, et donc il émigre, il part au Brésil, où il songeait à devenir éleveur, enfin bon, ces choses sont plus compliquées que prévu. Et il est un temps éleveur, mais il devient surtout journaliste dans la presse locale et où il travaille avec l'Action catholique brésilienne. Et très tôt, donc, il s'oppose au maréchal Pétain, il se rallie à plus ou moins à De Gaulle, enfin sans... Ah oui, non, mais c'est très très net. Déjà, l'idée de l'armistice, pour lui, c'est absolument impossible, c'est insupportable. Et puis, il voit très bien de quoi est fait le milieu maréchaliste, ce mélange justement de maurassisme un peu rance, un peu frelaté, d'opportunisme politique, donc immédiatement... Et de technocratisme Oui, absolument, ça c'est peut-être moins marquant. Mais il y a surtout un mépris royal pour tout ce qui est la clientèle du pétinisme. Et là, il y a des textes, et Maurras, alors là, c'est l'époque où il écrit sur Maurras les textes les plus violents. Et le ralliement à De Gaulle, qui considère là comme le connétable de France, enfin, je veux dire, véritablement l'homme qui a assumé ce qui était l'honneur français. Donc là, très très vite. Il met du temps à citer De Gaulle dans ses articles, mais il ne met pas beaucoup de temps à conspuer le maréchal Pétain. Alors, on voit souvent Bernanos comme un grand Français, quelqu'un de très enraciné, qui dépeint une France à la fois provinciale, marquée donc souvent en artois, hein, c'est vraiment l'artois qui a le plus marqué son imaginaire, via ses résidences enfantines à Fressin, marqué par la présence du surnaturel. C'est quelqu'un qui rêve un peu d'un nouveau Moyen-Âge, en cela c'est peut-être un peu un romantique. Voilà, vous pourrez me nuancer là, si vous voulez, pas de problème. Mais c'est surtout un nomade qui a la bougeotte. Il est né à Paris, donc il a vécu, comme on l'a dit, dans le pays d'Artois, à Fressin. Puis il a fondé une famille où il a eu, je crois, 6 enfants. Il a vécu en Provence, du côté de Toulon et de Hyères, dans les Pyrénées. Donc ensuite il est parti en Espagne, à Majorque, et il est parti ensuite en Amérique du Sud, où il a voulu refonder un peu la France en Amérique du Sud, au Paraguay puis au Brésil. Il se déplace en moto, c'est un fan de moto et de chevaux, donc il y a un côté un peu amusant, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout austère chez Bernanos. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce nomadisme et cet esprit d'enfance chez Bernanos? Oui, alors j'aimerais finir sur justement, on parlait des machines. Bernanos, effectivement, a condamné le machinisme, a condamné la technocratie, a condamné, je dirais, l'impérialisme technocratique qui s'est emparé déjà après la Deuxième Guerre mondiale de la planète. Alors aujourd'hui, vous imaginez quel serait son propos, mais ne pas faire pour autant de Bernanos un nostalgique et un passéiste. C'est un homme que, par exemple, il entre, prenons un exemple, Première Guerre mondiale, bon, c'était un cavalier émérite, c'est quelqu'un qui avait une fascination pour, je dirais, la guerre à cheval, donc il entre dans le 6e dragon. En plus de ça, il est sûr d'y retrouver des gens qui pensent comme lui, des monarchistes, des gens qui sont des nostalgiques de l'ancienne France. Mais très vite, il tente d'intégrer les escadrilles, l'aviation militaire naissante. Donc il n'y a pas une volonté de rester coincé d'une certaine façon figé dans une nostalgie. Il va tout de suite vers la modernité machinique. Pareil après la guerre.
où il devient motard, où il s'adonne au sport motocycliste avec beaucoup de plaisir, lui et sa femme, une photo de sa femme en tenue de cuir. Donc il y avait véritablement chez Bernanos un grand plaisir de la moto, de la machine, et il en parle, et moi-même le curé de campagne qui fait de la moto au moment. Donc si vous voulez, on n'est pas chez quelqu'un qui se cantonne dans une sorte de rôle un petit peu de grotesque, de gentleman farmer à l'ancienne. Ça existait, la Marande a été quelqu'un qui portait une lavalière, qui saluait les paysans, un peu comme un gentleman, enfin disons un seigneur de l'ancien temps. C'est pas du tout Bernanos. Il a pris acte de cette évolution, mais ce qu'il a voulu condamner, c'est cette espèce je dirais, l'impérialisme de la machine. C'est pas tellement la machine elle-même que la manière dont l'homme l'a utilisée, et surtout a fini par être créé par la machine. C'est-à-dire que c'est ça le grand problème. Enfin, c'est surtout ça que condamnait Bernanos, c'est que l'homme crée la machine, mais la machine finit par créer après l'homme dont elle a besoin. C'est-à-dire un renversement complet de la situation. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, on serait parfaitement en place. Voilà, donc ça c'est important. Sinon, oui, alors là, je veux dire, les 30 déménagements de Bernanos, qui se sont faits en France, mais également dans 2 pays étrangers, les Baléares, Majorque et le Brésil, et à l'intérieur du Brésil, 5 ou 6 mouvements de troupes, si j'ose dire. C'est important parce que ça n'est pas une sorte de bougeotte ou le goût de changer de décor. C'est simplement qu'il y a chez lui un refus profond de la sédentarité et ce qu'on appelait de l'installation. C'est pour ça que dès qu'il a senti, à l'époque de Sous le soleil de Satan, qui s'installait, comme ça, qui devenait une sorte qui prenait du poids, et qui était accoudé à sa cheminée, qu'il avait un home, et que immédiatement il a rompu et il est parti s'installer au bout de la France, dans les Pyrénées, dans une sorte de refuge pyrénéen assez, je dirais, des normes d'insécurité très bernanosiennes. Et ensuite, il a cessé de se déplacer, c'est-à-dire refus de Paris et des grandes villes, et volonté de s'installer à l'écart, la plus souvent dans des campagnes ou dans des lieux écartés. Ça a été les Pyrénées, ça a été ensuite Clermont-de-Loise, Bar-le-Duc, et ensuite Majorque. Alors Majorque, il a été souvent à Palma, mais bon, parce que il avait quand même la nécessité d'être près là pour pour échanger le courrier et faire vivre sa famille. Mais ensuite, quand il est au Brésil, il arrive à Rio. Enfin, il veut d'abord aller au Paraguay, parce qu'il a lu quelque part que le Paraguay, c'est là où se situait le paradis terrestre. J'ai pas encore retrouvé l'endroit où il a lu ça, mais bon. Ensuite, il échoue. Le Paraguay, c'était juste impossible. Le Paraguay étant un pays totalement naufragé et exsangue. Ensuite, il ne va pas non plus en Argentine, et il a raison, parce qu'après, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine lui aurait été impossible, le pays extrêmement nazifié, hispanisant et nazifié. Donc il va dans un pays lusophone, c'est-à-dire en parlant pas espagnol mais portugais, qui est le Brésil, où il est accueilli par l'Action catholique, qui est dirigée par des grands bourgeois, des gens fort riches, qui ont un pouvoir économique considérable, et qui le prennent en charge véritablement. C'est-à-dire qu'il y a un côté romanesque, voire rocambolesque dans la vie de Bernanos, qui n'arrête pas de s'éloigner de Rio pour aller aux confins du centre brésilien, par-delà le chemin de fer, pour élever des bêtes à cornes sans en avoir la moindre notion, mais il est toujours surveillé et tenu en main d'une certaine façon par ses amis qui font en sorte qu'aucune tragédie ne survienne. Donc c'est important. Bernanos est l'homme qui est, je reprends la formule, qui est solitaire pour être mieux solidaire. C'est-à-dire qu'il s'écarte de la rumeur de la communauté humaine pour mieux servir la communauté humaine. C'est assez singulier, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Et même à la fin, il revient en France, et immédiatement il quitte Paris, bien sûr, et il va dans le sud, il va sur la Loire. Il y a toujours chez lui cette volonté c'est de l'érémitisme d'une certaine façon, c'est plutôt d'être une sorte de vigie, de sentinelle solitaire en haut de la colline ou en haut du mât. Alors, avec De Gaulle, Bernanos partageait une grande idée, c'est l'idée de la France, une France un peu idéalisée, chrétienne, chez Bernanos et sans doute chez De Gaulle aussi. À quoi pouvait ressembler cette France chez Bernanos, qui l'obsédait tout de même, hein. Quand il part au Brésil, c'est pour recréer pratiquement la France.
Ben, c'est aujourd'hui un peu compliqué à comprendre, mais c'est des gens pour qui la France, d'abord, était la fille aînée de l'Église, ce qui n'est déjà pas rien. La France était d'une certaine façon un pays élu. Il y avait ce qu'on appelle, alors ça renvoie évidemment à toute une culture monarchiste, mais il y avait une mission spirituelle de la France. La France n'était pas là, lisez Léon Bloy, lisez tous les auteurs dont on a parlé, les Barbé d'Aurevilly, les Hello, et même jusqu'à quelqu'un comme l'islamologue Louis Massignon, c'est des gens pour qui il y a une mission spirituelle de la France. Et ne pas accomplir cette mission, c'est véritablement trahir et d'une certaine façon se démettre, véritablement, se déshonorer. Et donc avec De Gaulle, c'était pareil. De Gaulle, par citer la première phrase de ses mémoires que tout le monde connaît, mais c'est pareil. La certaine idée, c'est ça, c'est-à-dire que la France, ce n'est pas un pays comme un autre, c'est un pays, c'est un peu une fonction ombilicale, c'est un peu un centre qui doit être un centre spirituel et un centre actif. Et Bernanos, c'est pareil, Bernanos considère qu'il y a véritablement à la France à rayonner dans le monde et à accomplir une mission spirituelle. Donc il a reconnu tout de suite en De Gaulle un homme qui pensait comme lui. Qui était véritablement une sorte de... C'est pour ça, le connétable. Enfin, c'est l'homme qui avait l'épée, qui avait la... Voilà. Et donc, il n'y a jamais eu entre De Gaulle et... Alors, même si, effectivement, De Gaulle lui demande de rentrer... 3 fois, De Gaulle lui demande de rentrer. Alors, on commence à trouver le temps long, là. On lui dit... D'abord, c'est le secrétariat de Gaulle qui lui dit Général, je serais très heureux si vous pouviez, vraiment, voilà. Alors il ne rentre pas. Alors ensuite c'est De Gaulle qui lui écrit on a besoin de vous, il ne rentre pas non plus. Alors c'est la 3e fois que Bernanos rentre. Alors l'ambassadeur de France trouve très bizarre que Bernanos fasse attendre le général, et donc il voit De Gaulle 2 fois. Et puis évidemment il est déçu, parce que De Gaulle fait de la politique. De Gaulle fait de la politique, et il dit De Gaulle est tombé dans la politique comme une mouche dans le sirop. Et donc au point même que les tout derniers textes de Bernanos, ce sont des... Ça s'appelle Le Général vous parle. C'est des textes d'un De Gaulle imaginaire. Il invente ce qu'aurait dit De Gaulle si De Gaulle n'était pas tombé dans le sirop de la politique. Donc il crée son propre De Gaulle, qui est un De Gaulle bernanosien, exempt de tous les problèmes, évidemment, qui sont ceux de la 4e République. Voilà, mais ça, de toute façon, c'est intimement lié à l'histoire de Bernanos. Bernanos ne peut pas faire de la politique au sens de politique politicienne, quoi. Alors, dernière question, après on passera aux questions du public. Est-ce qu'il y a un livre de Bernanos, 1, 2, 3, livre de Bernanos dont vous souhaiteriez nous parler plus spécifiquement et surtout conseiller à notre public pour découvrir Bernanos? Oh, bah non, si on ne connaît pas Bernanos, il faut lire Journal d'un curé de campagne. C'est le chef-d'œuvre universel de Bernanos. Un des plus gros succès? Oui, ça a été traduit dans le monde entier, mais ça reste quand même... les autres livres sont traduits, à mon avis, après. En plus, le Journal d'un curé de campagne, c'est écrit en 1 an dans un état de grâce total. C'est un livre qui lui a été presque offert, enfin comme ça. Lui qui allait chercher ses livres au bout de la douleur, avec Journal d'un curé de campagne, il est véritablement... c'est un livre de la plénitude, quoi. Et c'est vrai que c'est un livre extraordinaire, qui coule de source. Voilà, c'est ça. Et sinon, il faut lire La France contre les robots, ou tous les essais de cette époque. Mais si vous voulez vous mettre dans Bernanos, je vois que la Pléiade a très bien fait les choses. Il y a 4 tomes, vous avez tout. Et là, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est la Pléiade. Mais au moins, la question est réglée. La question de l'édition bernanosienne est réglée par la Pléiade. Les choses sont claires. Et même l'ancienne édition dans des romans est pas mal. Mais les actuels 4 volumes sont absolument formidable. Bah, très bien. Est-ce qu'il y a des questions du public? N'hésitez pas surtout. Oui, allez-y. Parlez fort. Oui, je vais essayer. J'aurais aimé que vous en disiez un peu plus sur le catholicisme, enfin la vision du catholicisme de Bernanos en fait, son rapport à la foi notamment, parce que quand on lit Sous le soleil de Satan, en fait, c'est ce qui frappe, c'est la puissance. On suppose que c'est quelqu'un qui a vraiment la foi et une conception très brûlante du catholicisme. C'est quelqu'un j'ai presque envie de vous dire, qui n'a que la foi. Le but de Bernanos, c'est de vivre très simplement, en simple chrétien. L'exigence de Bernanos, elle ne va pas au-delà d'accomplir quotidiennement, lui et sa famille, la profession de foi catholique et le catéchisme et l'évangile. C'est tout.
Donc elle est très simple au départ. C'est pas du tout quelqu'un qui s'embarrasse, je dirais, d'une théologie compliquée, d'argutie, et qui irait même jusqu'à créer sa propre petite église ou sa propre secte. C'est le catholique le plus dépouillé qui soit, Bernanos. Mais c'est un catholicisme qui est celui radical de son époque, c'est-à-dire un catholicisme mystique, le catholicisme du sacrifice, du dolorisme et de la sainteté. C'est-à-dire être catholique, c'est tout donner, et c'est ce qui est important pour Bernanos, c'est qu'à aucun moment, entre son catholicisme, entre ce qu'il veut être et ce qu'il est au quotidien, il y a le moindre écart. Donc c'est, je ne sais pas, quelqu'un comme Claudel, par exemple, qui à partir de 1926 va écrire une dizaine de volumes sublimes, par ailleurs, d'exégèse de la Bible, qui est reçu par le pape, qui est... Bernanos n'est pas d'église au sens où on ne lui connaît pas, je dirais, de rapport privilégié avec tel ou tel prêtre, tel ou tel évêque ou théologien. C'est un catholicisme au quotidien, mais qui est sacrificiel, qui se vit dans une sorte d'exaltation du catholicisme, je dirais du calvaire, on peut dire. C'est pas du tout le catholicisme de la gloire, ni celui de la Genèse, du Père éternel, patriarcal comme celui de Claudel. Ça n'est pas non plus le catholicisme, je dirais, spiritualiste un peu joachimite, comme on dit, d'un Léon Blois, qui est un catholicisme millénariste, apocalyptique, qui attend la fin des temps, comme ça. C'est un catholicisme vraiment christique, quotidien, et dans la plus grande nudité du message christique. C'est ça la foi de Bernanos. Vous ne trouverez pas du tout dans son œuvre, mais même, je vais dire, de réflexion, comme ça. Il a fait un portrait de Jeanne d'Arc, un portrait de Saint-Dominique, il s'est inspiré du curé d'Ars et Thérèse de Lisieux pour ses romans, mais voilà, c'est la petite voix. Il est pour un catholicisme, je dirais, de la petite voix thérésienne. Quand il parle de la fin des temps et du dernier jugement, il dit que le monde s'effondrera dans une espèce de fracas wagnérien grandiose, mais ça n'est que le monde, c'est rien. Le monde... Par contre, si nous on veut trouver la vérité, il dit souvent c'est le chemin écarté, c'est devant nous mais on ne le voit pas. C'est quelque chose comme ça. Et les modèles qu'il offre à ses lecteurs de prêtres sont des êtres profondément désemparés. Ce ne sont pas des malins, ce ne sont pas des gens qui sont instaurés, institués, ce sont des êtres désemparés au sens premier du mot. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rempart, qu'ils n'ont pas de protection, c'est des êtres offerts. C'est ça, c'est dans la main de Dieu et après, advienne que pourra. Allez-y. Je ne sais pas si ça a répondu. Je vous remercie beaucoup pour cette excellente conférence. Merci. J'aimerais bien comprendre, d'après vous, quelle est la source de cette capacité d'anticipation, de projection. Je crois à la France contre les robots 1948, oui. Et on se croirait en 2022. Oui. Alors, est-ce que c'est pas... Alors là, je ne veux pas trop m'avancer, cette volonté ou cette absence de lien entre la politique politicienne, c'est-à-dire il ne s'engage pas, on voit très bien, dans des querelles style 4e République, et puis au contraire, une inspiration de vie intérieure complètement coupée d'une réalité tactique. Tout à fait, je crois que le mot coupé d'une réalité tactique est le bon. C'est d'ailleurs sa capacité à sentir le vent et à anticiper génialement sur ce qui va avoir lieu est le fruit de son retrait. C'est ça. C'est-à-dire, étant donné qu'il n'est pas l'homme des réseaux, l'homme des grandes villes, machin, où on est, qu'on le veuille ou non, contraint au pacte, au copinage, à une sorte de pensée qui est obligée un peu de transiger. Bernanos ne transige jamais. Et c'est ce qu'il dit souvent, mais il dit, vous savez, moi je ne suis pas ni prospectiviste, ni futurologue, ni voyante, je suis ni prophète, moi je suis quelqu'un qui voit des choses, mais j'ai fait en sorte d'avoir la liberté de dire pleinement ce que je vois. Et c'est ça le problème de Bernanos. C'est-à-dire, peut-être d'autres ont vu la même chose, mais ont eu peur de le dire, mais lui a eu une espèce de... s'est mis dans une position de liberté de parole telle qu'il a pu dire, aller au bout de sa vision.
véritablement. Et je crois, c'est de ça que cela vient, c'est-à-dire cette capacité d'être à la fois au contact et au cœur même du combat, et en même temps d'être en retrait. Et ça c'est bon, ça il a tout de suite su ça. Dès 1920, il a perçu. Oui, monsieur, allez-y. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a attiré chez lui, ce qui vous a fait que vous avez eu envie de le connaître davantage de ce que vous nous dites, vous le connaissez très bien? C'est-à-dire que moi je travaille depuis maintenant 30 ans sur toute cette famille d'esprits, sur toute cette forme, je dirais, de catholicisme, de ce spiritualisme catholique, mystique, un peu apocalyptique. Donc déjà, bon, il y a un intérêt intellectuel. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné chez Bernanos, c'est que bon, il a reçu tout ce dont nous avons parlé, de Balzac jusqu'à Drummond, tout ça, Barbet, Hello, Villiers-Villalon, et il en a tiré une leçon exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il a bien vu que là, c'était des auteurs du 19e siècle, et lui a, comment dirais-je, avec le rapport extrêmement intense qu'il avait avec la langue, il a opéré une sorte de dénudation, vraiment de dénuement de la langue. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que Bernanos, c'est quelqu'un qui écrit quasiment tout le temps des tracts. Toutes les pages de Bernanos sont comme des tracts ou des affiches ou des lettres, j'ai écrit ailleurs, ce sont des lettres d'otages. Pour Bernanos, le summum de la littérature, c'est une lettre de fusillé. C'est les lettres qu'on écrit à la veille d'être fusillé. D'ailleurs, il le cite à un moment, c'est cité dans la Pléiade, il cite la lettre d'un jeune otage qui va être fusillé, qui salue sa famille et tout. On sent très bien que Bernanos se dit, bon bah, voilà, si c'est pour écrire autre chose que ça, c'est pas la peine. Alors moi, ça m'a fasciné complètement. C'est-à-dire cette espèce de littérature, je veux dire, concentrée et réduite au nerf. Bernanos, c'est réduit au nerf. Tous les autres sont des écrivains fastueux. Claudel, c'est absolument somptueux, c'est génial, mais somptueux, enfin, c'est comment dire, une tapisserie hollandaise, vous voyez, quelque chose, voilà. Les Barbet aussi, enfin, même Blois. Blois, c'est la grande espèce de phrase bloyenne. Bernanos, on est au XXe siècle, le XXe siècle de Guernica, d'Hiroshima, d'Auschwitz, c'est fini la littérature. La littérature, c'est terminé. Bon, on fait France contre les robots. Là, ce matin, j'ai reçu d'un libraire un texte qui s'appelle, un livre qui s'appelle Les témoins qui se firent égorger, qui se font égorger, qui est un livre de 46 sur la déportation, du premier livre qu'on ait publié, où il y a à la fois des photos, et au 48, des photos et des textes de témoignages de déportés, ou de gens qui ont été en contact avec le monde concentrationnaire. Et au départ, en préface et en postface, il y a des textes, deux textes qui sont signés un écrivain de France. Bon, c'est Bernanos, qui respecte l'anonymat, un écrivain de France. Bon, le texte, on le connaît puisqu'il a été repris, il s'appelle Pour les déportés, mais bon, tel qu'il était là. Et quand on lit ce texte, où il tente comment dirais-je, de concentrer au maximum sa méditation sur les camps de déportation, sur ce que le monde concentrationnaire et puis la mort qu'on y a connue. Bon, c'est des textes, c'est ça. Il tire la leçon de tout ce qu'il a eu avant, mais il en arrive à une espèce de décharge comme ça, d'un signe comme ça, extrêmement sec, comme ça, un éclair. C'est un style dépouillé totalement nécessaire. Et ça, moi, c'est ce qui me fascine le plus. C'est que, en plus, c'est un bonhomme qui travaillait au café, il faisait le journal. Il n'était pas en lien avec il ne travaillait pas avec des rapports, des rapports, des centres d'analyse, des réseaux universitaires ou des choses comme ça. Il était il lisait le journal, il lisait tout le journal, même les petites annonces, les machins. Et tout ce qu'il a écrit, ça vient du journal. C'est une capacité absolument phénoménale d'extraire de la rumeur du monde, le journal c'est la rumeur, d'extraire de tout ça une sorte de quintessence d'élixir qui fait que, bon, une phrase de Bernanos, c'est définitif. Je veux dire, tout est là, tout est concentré là.
Une autre question, remarque? Oui, Rose. Non, je me posais la question, est-ce qu'il serait pertinent, intéressant ou pas, de mettre en parallèle Georges Bernanos et François Mauriac? Oh, c'est pas pareil. Non, c'est très différent. Et Bernanos a été très méchant avec Mauriac. Non, ça n'a à mon avis rien à voir. Enfin, ça a beaucoup à voir, ça a tout à voir et rien à voir. Ah oui, c'est pour ça que je disais, est-ce pertinent, c'est intéressant. Non, ça il faudrait, je sais pas, là, pour être honnête, mon Mauriac n'est pas à ce point clair, enfin, dans ma tête. Mais il y a eu chez Mauriac, bon, Mauriac a été résistant, Mauriac pendant l'occupation. En plus, moi je finis par une admiration sans borne pour Mauriac, c'est souvent un des hommes les plus insultés du XXe siècle. Je veux dire, quand on voit ce qu'on a dit de Mauriac, à la fois pendant l'occupation, et même Bernanos, enfin je veux dire, Bernanos a dit sur Mauriac des choses mais qui sont... parce que justement Mauriac avait à la fois cette orientation mystique, presque janséniste, ce catholicisme-là, et en même temps, c'était l'homme des salons, l'homme des réseaux, la mondanité, le prix Nobel, le grand propriétaire terrien qui tous les ans faisait son vin. Ce qu'on en a reproché ce que Bernanos reprochait à Mauriac, c'était justement de ne pas avoir tiré la leçon de ce à quoi il s'engageait, d'être resté un peu comme ça. Un petit peu à l'arrière-plan. Mais ça mériterait, il faut faire attention de ne pas régler la question trop vite. Je crois que le face-à-face Mauriac-Bernanos, et Mauriac, avec alors là, du coup beaucoup de sainteté, a toujours pardonné à Bernanos les propos qu'il a tenus sur lui, qui datent des années 30. Hein. Ce que Bernanos reprochait à Mauriac, c'était justement ce qu'il appelait la palpation psychologique, c'est-à-dire l'idée comme ça d'être toujours en définitive très conciliant vis-à-vis de soi-même. Donc il faudrait vraiment faire un parallèle, ça vaudrait vraiment le coup de faire un parallèle très approfondi entre les deux, voir comment peut-être avec exactement le même catholicisme, il y a une divergence profonde sur le plan presque social. Vous avez été gaullistes tous les deux, voilà, mais là il y a, comme on dit, il y a un sujet. Oui, notre... Ouais. Pour vous, quel est le dessein en fait de Bernanos? Par exemple, quand il a écrit Sous la haie de Satan, qu'est-ce qu'il souhaitait C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire sauver le français. C'est-à-dire, d'une part, en plein milieu c'est 26, hein, c'est un livre qui est écrit entre 19 et 26, 19 et 25. Bon, vous regardez l'actualité politique, l'actualité culturelle de l'époque, c'est donc, reprenons les années folles, une sorte d'avant-gardisme, de festoiement, les années swing et tout ça, l'influence de la culture américaine, il y a une sorte de dispersion. Et puis l'idée de Bernanos, c'est que, grosso modo, on a gagné la guerre, mais on a perdu la paix. La Première Guerre mondiale est toujours là, comme une espèce d'énorme cataclysme qui barre l'horizon. On n'est pas à la hauteur de la victoire. Tous les combattants de la Première Guerre mondiale ont été considérés rapidement comme bon, on leur a rapidement conseillé de se tenir à l'écart, et Bernanos considérait que c'était une église, enfin il le dit clairement. Les combattants de la Première Guerre mondiale sont pour lui d'une sorte de chevalerie d'église, véritablement, et c'est des gens vis-à-vis de qui la société est en dette. Il y a une sorte, le monde est débiteur de ça. Et il considère que là aussi rien n'a été fait. Donc il y a un dégoût profond de la victoire, un dégoût profond de cette espèce de fait que les affaires reprennent, la politique reprend son problème. Et la volonté de Bernanos a été véritablement de jeter, mais comme une bombe, oui, ça, comme les attentats anarchistes ont jeté une bombe dans l'Assemblée nationale, oui, Émile Henry, tout ça, de jeter une bombe romanesque dans l'édition française. Et ça a été l'abbé Donisson. C'est-à-dire qu'il a jeté l'abbé Donisson, comme avant, le pavé dans la... Toutes les métaphores sont bonnes, le pavé dans la barre, vous voyez, il a fait véritablement une espèce d'esclandre. Et tout ça pour aussi restituer aux Français une sorte de fonction qui, selon lui, il avait perdue. Mais pourquoi
ce sujet en fait? Vous parlez beaucoup de la guerre 14-18, il aurait pu écrire effectivement ses souvenirs ou son interprétation. Ah bah ça il s'en est jamais véritablement expliqué. Justement, il a peut-être mais en plus de ça, ce que je dis, c'est qu'il n'a pas eu une guerre, à mon avis, à ce point héroïque. Il n'aurait pas pu écrire Les Orages d'Acier, il n'aurait pas pu écrire la somme de Genevois, ceux de 14, c'est ça? Oui, c'est ça. 14, il n'aurait pas pu écrire La Sainte Face d'Édifort, il n'aurait pas pu écrire Le Feu de Barbuche, quoique, il n'aurait pas pu écrire non plus les chapitres sur la Première Guerre mondiale de Voyage au bout de la nuit. Parce qu'il a préféré faire autre chose. Et il se doutait peut-être qu'un récit de guerre et souvenirs de guerre, ça a peut-être condamné à se noyer dans la littérature qui était celle de l'époque. Donc avec ça, il s'est dit, il faut que je dresse une espèce de statut du commandeur pour juger tout ce monde-là, et ce sera la Médonice. Bien, oui, madame. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le Bernanos privé? Quel père, quelle épouse? Est-ce que c'était facile d'être... Ah ben, ça c'est le gros problème. C'est le gros problème parce que Bernanos s'est marié pendant la guerre avec Jeanne d'Albert d'Arc, descendante de Jeanne d'Arc, qui était militante d'Action française. Et il est resté son époux fidèle. Donc pour l'instant, aucune raison de mettre en doute jusqu'en 1948. Et ils ont eu 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Alors ça c'est tout justement, et moi d'ailleurs dans les réactions des lecteurs à la lecture de mon bouquin, c'est toujours ce qui étonne, c'est la sainteté profonde de cette femme. C'est-à-dire, femme sur laquelle, je vous rassure tout de suite, nous n'avons rien. Elle n'a pas dit un mot et personne ne lui a jamais posé une question. Ça, moi, j'avoue que je suis sidéré par cette chose. Elle a quand même connu Bernanos et elle est quand même décédée bien après lui. Elle est morte quand? J'ai pas la date en tête, mais au moins 15 ans plus tard. Enfin, je veux dire, et elle fréquentait un milieu. Son fils Michel Bernanos, romancier génial d'ailleurs, était l'héritier de son père. Enfin, elle aurait pu être en contact avec tout ce que Paris comptait d'éditeurs, de journalistes, enfin, elle avait toutes les raisons, elle était là pour qu'elle t'aime. Elle n'a jamais rien dit. Alors, effectivement, ça, c'est ce on peut reprocher à Bernanos, c'est d'être parti en avant comme ça, d'avoir emmené sa famille dans une sorte de saga invraisemblable, de périple inimaginable, sans à aucun moment se poser la moindre question, je dirais, de ce qui allait se passer. Ses enfants avaient jusqu'à 3 ans de retard scolaire. Ils étaient à peine scolarisés. Donc ils ont fini par être scolarisés, mais de manière un peu à la sauvage, comme ça. Il n'y avait aucune... Il lui s'en allait le matin, elle, Jeanne, qui était au départ quelqu'un d'assez énergique, est rapidement tombée malade, problème neurologique assez grave, et donc elle était seule, puisque lui partait le matin et rentrait le soir, toute la journée elle était au café pour écrire, et c'est de ces pages d'écriture que l'argent arrivait, c'était l'unique, voilà. Et donc elle était confrontée à ses enfants, la famille Bernanos, c'était véritablement c'était des enfants sauvages, je veux dire, c'était une tribu sauvage, invraisemblable, et il le parle, il dit d'ailleurs, j'étais peut-être un peu lâche à l'égard de mes enfants, c'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu vraiment, il avait un amour immodéré, immense pour ses enfants, il n'a jamais vraiment voulu jouer les pères disciplinaires, il avait un tel dégoût, un tel mauvais souvenir de la discipline scolaire, que je crois qu'il a voulu les protéger de l'école, mais bon, ça crée aussi quelques problèmes, et en même temps de jamais vouloir être une sorte de père violent et tout. Donc la famille Bernanos, tous les témoignages qu'on a, ça dépassait ce qu'on peut imaginer. C'était absolument inimaginable. Je cite pas mal d'exemples, et donc bon, voilà, c'était un périple assez... C'est des gitans, parce que... Ah oui, totalement, mais c'était son rêve. Je veux dire, son rêve, c'était la roulotte. Il refusait absolument tout ce qui était sédentarité, l'espèce d'assise, le côté assis, le côté notable, le côté rentier, pour partir sur les routes en roulotte. Il dit, mais je vais me faire, c'est ce que je cite au début, je vais me faire tresseur de panier ou coupeur de chien, et puis ce sera très bien. Donc son idéal, c'était justement ça, je crois,
c'est Fanny, si vous avez vu le film de Sergio Leone, Il était une fois la Révolution, bah, c'est un peu la famille du début, là. Les péones révolutionnaires, c'est un peu ça la famille Bernanos. C'était totalement. Cela dit, Jean-Loup Bernanos, après, tout le monde, il a un métier, il s'est occupé pendant des décennies de l'œuvre de son père. Michel Bernanos, qui est mort tragiquement, il s'est suicidé, a quand même eu toute une œuvre d'écrivain absolument exceptionnelle. Les filles de Bernanos ont vécu, enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus imaginer qu'ils ont été après mis... c'est des gens qui sont rentrés dans la société, mais du vivant de leur père, c'était hallucinant. Enfin, la famille Bernanos, c'était quelque chose qui n'était pas du tout tenu en main. Sauf spirituellement, bien évidemment, puisque c'est lui qui faisait l'école avec sa femme. Donc il s'occupait de l'histoire et du latin. Dernière remarque, sinon on s'arrête là. Alors voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous. Voilà, merci à tous et merci surtout à notre ami François Angelier pour cette très belle conférence. La prochaine fois, ce sera le 12 mars à FIDA, où vous distribuez les tracts sur la crise de la civilisation européenne et notamment dans ses aspects culturels. Changez pas de sujet. On va poursuivre sur le même thème. Et donc vous pouvez acheter le livre de François Angelier et vous le faire dédicacer.